Mardi 27 mai 2025, Christian Joschke, professeur d'histoire de l'art aux Beaux-Arts de Paris, dont les travaux portent sur les rapports entre art et politique et l'histoire de la photographie, était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution aux éditions Macula de son ouvrage « La Révolution suspendue, photographie et presse communiste dans l'Allemagne de Weimar, 1918-1933 ». Bonne écoute. Bonjour, nous allons commencer. Hélène est partie, donc elle n'entendra pas les remerciements que nous allons commencer par faire à la librairie Ombre Blanche pour accueillir cette rencontre pour présenter l'ouvrage de Christian Joschke, La Révolution suspendue, qui évoquera donc tout un champ foisonnant autour de la photographie et la presse communiste dans l'Allemagne de Weimar. Donc, c'est-à-dire de la Révolution de novembre 1918 à l'arrivée des nazis au pouvoir début 1933. Donc, un grand merci pour permettre cette présentation et cette discussion. Alors j'ai dit que c'était foisonnant, c'est peu dire parce que il y a 50 façons de rentrer, de tirer les fils de ce livre sur une période extrêmement riche, décisive à beaucoup de points de vue et qui contient à elle seule au moins deux bifurcations dans l'histoire du XXe siècle. D'abord, l'écrasement de la Révolution en Allemagne et évidemment, on l'a déjà évoqué, mais la prise du pouvoir par les nazis. Et pour autant, c'est pas, on va employer un euphémisme, c'est pas la période historique la plus connue, la plus labourée en France, on va dire. Évidemment, il y a une énorme historiographie en langue allemande et qui a été magistralement mobilisée par Christian, notamment, que vous en apercevrez avec l'appareillage du livre. Mais donc, c'est une période où, si on devait simplement en redonner quelques éléments historiques, le temps de présentation n'y suffirait pas. Mais ce n'est pas que de ça que s'occupe l'ouvrage de Christian, mais bien de voir comment, dans cette situation de très grande conflictualité, de très grands enjeux politiques, comment vont s'inventer de nouvelles formes de communication politique, on dirait dans les termes modernes, mais on parlera aussi d'agitation, de propagande, et la synthèse des deux, ce merveilleux mot qui a été forgé à ce moment-là et pour cette activité-là, l'agite-prop. Mais comme je vous le disais, il y a énormément de fils, donc ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, Christian fasse lui-même une présentation un peu générale de l'ouvrage et qu'on entre en discussion. Et on aura aussi un temps de discussion avec la salle. Et si vraiment quelque chose devait être trop obscur en cours de route, n'hésitez pas à demander un éclaircissement. Donc Christian, je te laisse la parole en rappelant d'abord aussi, je manque à tous mes devoirs, d'où tu viens ou d'où tu parles. Comme on dit maintenant, tu es professeur à l'école des Beaux-Arts à Paris. Tu es un auteur comblé puisque au mois de mai 2025, c'est-à-dire maintenant, tu as deux ouvrages qui sortent en librairie. Donc le 23 mai, cet ouvrage aux très belles éditions Macula. Et tu as assuré la direction collective d'un livre sur le musée documentaire avec Valérie Ténière, qui sort aux presses universitaires de Paris-Nanterre. Et chose très importante aussi, je vous invite à découvrir cette revue. Christian est le cofondateur et co-rédacteur de la revue Transborder, une revue, on dirait, de théorie esthétique sur la photographie. Et le dernier numéro est consacré à la photographie et aux algorithmes. C'est dire si c'est d'actualité et si, là aussi, ça tisse des liens avec ce dont on va parler, les régimes de vérité, qu'est-ce qu'on voit dans une photo, etc., etc. À toi.
Merci beaucoup pour ces mots introductifs. Merci à la librairie Les Ombres Blanches d'avoir organisé cette première présentation du livre en public. J'espère qu'il y en aura. Je sais qu'il y en aura une autre. Merci aux éditions Macula qui m'ont soutenu toutes ces longues années. D'abord avec la revue Transborder, qui publiera son numéro 10 l'année prochaine, en février prochain. Donc 10 ans d'une revue annuelle, et puis avec tous les projets qu'on a conduits en commun, et notamment donc la publication de ce livre, La Révolution suspendue. Alors c'est difficile d'entrer, enfin de présenter ce sujet tant on peut y entrer par différents biais. On peut y entrer par l'histoire politique de l'Allemagne de Weimar, la question du communisme, la nécessité de la propagande. On peut y entrer par l'histoire de la photographie. On peut y entrer par des questions esthétiques. Et donc, c'est pour moi très très difficile de vous donner un accès qui soit suffisamment clair, suffisamment linéaire ou clair de ce projet. Mais peut-être que pour commencer, il y a un auteur que j'aime beaucoup rappeler pour souligner l'importance de la question des rapports entre l'art et la politique tels qu'ils ont été formulés c'est Walter Benjamin. Et en 1936, Walter Benjamin, qui était exilé à Paris à ce moment-là et qui travaille la plupart de son temps à la Bibliothèque nationale, conçoit un livre qui va devenir une des grandes références de la théorie esthétique du XXe siècle. C'est son fameux l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Et dans ses écrits de cette époque, dans l'œuvre d'art et puis dans d'autres écrits, il insiste beaucoup sur, en particulier dans des écrits sur Brecht et sur Tretiakov également, il insiste sur la nécessité d'une politisation de l'art en réponse à l'esthétisation de la politique. Alors il a de mire la montée du fascisme en Europe, avec la prise de pouvoir des nazis en Allemagne en 1933, mais qui a été précédée par aussi une esthétisation de la politique par le fascisme italien. Et il entend répondre à cette menace par l'idée qu'il faut politiser l'art, et pour lui, politiser l'art, c'est tenter une émancipation des travailleurs, du prolétariat, à partir des formes artistiques, littéraires, du théâtre, de toute une culture qui serait forgée comme une forme de culture commune et populaire. Quand on lit Benjamin, on ne peut pas ne pas penser à cet immense essor de l'agit-prop des années 1920, qui a été le cœur du programme politique des partis situés à gauche des sociodémocrates. Alors, le Parti communiste allemand en priorité, mais il faut dire que dans ce mouvement ouvrier se trouve aussi le Parti communiste d'opposition, le Parti social-démocrate indépendant, etc., etc. C'est-à-dire que c'est une myriade de partis politiques et qui se retrouvent dans l'idée qu'il faut forger, après l'échec de la Révolution allemande, une culture commune, éduquer les masses à partir de marqueurs culturels. Alors, une fois qu'on a... alors, l'agit-prop a été, plus tard, dans les années 1960-70, y compris en France, l'agit-prop allemande des années 20 et 30 a été, un peu sur le modèle aussi de l'agit-prop soviétique de cette même période, un des grands modèles, en fait, un des grands
modèle pour le cinéma, pour la photographie, pour le théâtre. On a cessé, il suffit de lire ou de regarder les films de Chris Marker, de se référer à ce moment fondateur en fait de la culture visuelle communiste ou de la culture visuelle de gauche. Alors, la chose n'était pas si évidente au départ, puisque les communistes allemands issus de la révolution allemande, du spartakisme, n'étaient pas enclins à utiliser les images, utiliser la presse illustrée, le cinéma, pour forger la conscience des travailleurs. Qu'on soit du côté des luxembourgistes ou du côté de Lénine, dans les deux cas, s'impose une idée quand même à la base un peu iconophobe, ou en tout cas qui réagit à la séduction du magazine bourgeois, qui répond à un mécanisme d'attraction irrationnelle vers le capitalisme, vers le consumérisme. Et on lit sous la plume des communistes allemands du début des années 20 des textes qui appellent à une sorte de communisme rationnel, de propagande par la raison. Il faut convaincre par des arguments rationnels d'ordre socio-économique de l'intérêt des travailleurs à faire la révolution. La conscience de classe doit s'imposer avant tout par ces arguments rationnels. Et l'idée de produire, de créer tout un patrimoine d'images révolutionnaires est née un peu à la marge de cette doctrine qui s'élabore à ce moment-là, sous la plume d'un personnage qui va devenir un des plus grands propagandistes du communisme en Occident, c'est Willy Münzenberg. Et lui qui théorise dès 1921 la nécessité d'emprunter à la bourgeoisie les moyens, de la presse illustrée, du magazine, pour les adapter à un combat des opinions qui est celui de l'émancipation des travailleurs. Et donc, dès le départ, l'idée n'était pas si évidente. Münzenberg a été encouragé dans ce sens-là par différentes personnalités, mais il a été dans le fond à l'initiative de ce grand mouvement d'agit-prop. Et alors c'est le point de départ de cette étude, de ce livre, qui essaye de voir cette histoire, comment dirais-je, à travers différentes perspectives. Un des problèmes méthodologiques qui se pose à partir de là, c'est d'essayer de comprendre comment les images dans la presse communiste ont pu construire cette culture commune et comment y accéder à cette histoire. Il y a deux façons d'accéder. Il y a une histoire par le haut, qui serait une histoire des appareils, qui est très importante à écrire, puisque dans le mouvement communiste, le travail à plus haut niveau est évidemment très important, mais il y a aussi une histoire par le bas, c'est-à-dire une histoire qui part de la vie des travailleurs, de ces amateurs de photographie qui se mettent en réseau pour documenter la lutte sociale, les conditions de vie ouvrière, et faire remonter ces images dans la presse de l'époque. Et donc, ce que j'ai tenté dans le livre, c'est de présenter une histoire qui aborde le sujet à la fois d'en haut, c'est-à-dire depuis l'histoire politique, mais aussi depuis l'histoire du quotidien. Je peux poursuivre un peu et donner quelques jalons, si tu le souhaites,
Quelques jalons historiques peut-être pour savoir qui est Münzenberg et comment s'organisent tous ces médias, commenter quelques images. Oui, alors peut-être un petit mot avant de basculer sur Münzenberg et après, d'où ça lui vient sur l'état de la presse et qu'est-ce que représentait puis la presse à l'époque, parce que tu as parlé voilà du côté iconophobe des courants traditionnalistes où l'écrit est extrêmement important. Toute communication politique ou presse passe soit par l'écrit, soit par le discours, en fait, quand il y a la possibilité de faire des discours dans les campagnes électorales ou dans les périodes d'agitation spécifiques. Mais il pouvait y avoir une presse évidemment très large au sein du SPD, donc la social-démocratie d'Allemagne, avant 1914, qui avait un nombre considérable de quotidiens et de presse, on dirait spécialisés, mais ça pouvait être des journaux avec des journaux dédiés au combat des femmes, comme Die Gleichheit, ou des journaux illustrés. Il y en avait un qui était très populaire, c'était Le Pauvre Jacob, du Werro Jacob. Mais c'est vrai que c'était simplement illustré, il n'y avait pas forcément l'aspect percutant. Mais surtout, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la social-démocratie, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en gros, en termes de tirage, le pouvoir fait au moins jeu égal avec les classes dominantes, voire diffuse plus pour un titre donné. C'est-à-dire que jusqu'à la Première Guerre mondiale, le prolétariat, dans ce combat informationnel de diffusion de la presse, des idées, fait à peu près jeu égal. Ce que perçoit effectivement Münzenberg, et c'est ce que tu vas nous décrire maintenant, c'est que quelque part, le curseur est en train de bouger. Déjà parce que les courants socialistes ont pris un coup sur la tête terrible avec la Première Guerre mondiale et avec la révolution allemande qui est très sévèrement réprimée, avec nombre de militants qui de premier rang qui seront exécutés, du moins ou tués dans les combats, et puis de la presse interdite par partie. Mais en tout cas, il y a besoin à un moment de refaire quelque chose de différent, de remonter dans le train, je dirais. Voilà. Et c'est ce que Münzenberg voit clairement. Oui, alors il s'inspire en effet beaucoup de la des structures de la social-démocratie, ne serait-ce que évidemment dans la presse, mais aussi pour ce qui est des associations culturelles. Alors il faut peut-être rappeler quelques jalons historiques. Souvenez-vous que la République de Weimar est née quasiment sur les cendres de la Révolution en novembre 1918, que entre 18 et 23, il y a toute une période révolutionnaire avec différents moments révolutionnaires en Allemagne, qu'à partir de 1923, année de l'hyperinflation, où on se souvient des photos avec ces brouettes pleines de billets de plusieurs millions de marques chacun, où les travailleurs allaient chercher leur salaire en brouettes et dans la demi-journée qui suit la paye, on ne pouvait pas s'acheter 1 kilo de pommes de terre avec cette brouette de billets. Enfin, donc le moment de l'hyperinflation est endigué avec l'introduction du Rentenmark et suit à partir de 1924 une période de stabilisation économique, mais qui correspond pour les communistes aussi à une renonciation temporaire à la révolution, donc à la prise du pouvoir par les armes. Et à partir entre 24 et la crise économique de 1929, c'est là que se reconfigure l'échiquier politique et que les communistes, en tout cas ceux que j'ai étudiés autour de Münzenberg, tentent une conquête des masses par des opinions, par tous les moyens possibles, en particulier par les moyens de l'art, de toute forme artistique, du théâtre, de la photographie, de la presse illustrée. 1929, c'est la crise
la fameuse crise de 29, qui est aussi pour la République de Weimar un moment de bascule. C'est le moment d'une forme d'échec démocratique, d'un gouvernement très très marqué par ses accointances d'extrême droite, et aussi par les freins qui sont mis au processus démocratique. Et entre 29 et 33, d'une part, le Parti communiste d'Allemagne se range complètement du côté de Moscou dans une lutte contre le Parti social-démocrate, qui va être une lutte fratricide qui va conduire à l'échec électoral de 1932. Et indirectement à l'avènement de Hitler au pouvoir. Et en même temps, du point de vue de l'histoire de la démocratie, c'est un moment de crise de la démocratie, de crise de la modernité. Donc il y a ces trois périodes. Et ce qui se passe en 1924, en plus de ce constat, disons, d'échec de la Révolution et de cette stabilisation économique, se produit une révolution des médias, et notamment de la presse illustrée, de la presse magazine, avec l'introduction de nouvelles techniques d'impression, et notamment l'impression à l'héliogravure. Et c'est ce moment-là qui va déterminer complètement le nouveau paysage de la presse. Pendant l'année 24, se multiplient les magazines illustrés. Enfin, magazine illustré, c'est un pléonasme, puisque tous les magazines sont illustrés, mais les titres, disons, de presse illustrée se multiplient à partir de 1924. Et c'est le moment que Münzenberg choisit pour créer un journal qui, selon lui, est un journal qui doit, à l'inverse de l'organe officiel du Parti communiste d'Allemagne, qui est très, très orienté vers la politique partisane, les questions, les politiques à l'intérieur du parti, le journal que Münzenberg va créer, le Arbeiter Illustrierte Zeitung, est dédié à la fois à des questions politiques, à une sorte d'actualité politique internationale, et en même temps à des questions culturelles. De cette façon, Münzenberg entend élargir son lectorat à une classe moyenne éduquée, donc tous ceux qui se sentent solidaires de ce milieu ouvrier, du mouvement ouvrier dans son ensemble. Ça peut être des médecins qui participent au mouvement ouvrier, des professeurs d'école, des instituteurs, tout ce mouvement plus large que simplement les ouvriers eux-mêmes doit pouvoir bénéficier, enfin lire ce journal illustré. Et en créant ce journal, il crée aussi un modèle très différent de ce qui existait jusqu'alors. Le modèle fonctionne sur deux piliers, en quelque sorte. Le premier, c'est l'idée que le journal est diffusé par les colporteurs et non pas par le réseau de diffusion de la presse traditionnelle, qui est largement dépendant du grand diffuseur de la presse qui s'appelle Hugenberg. Hugenberg est un homme politique du Deutsche Volkspartei, c'est ça, DVP, qui est un parti de droite très conservateur, et ça va être un des soutiens de Hitler, un de ceux qui va porter Hitler au pouvoir, et c'est un peu le Bolloré de l'époque. Il détient toute la distribution dans les kiosques et peut faire basculer, péricliter un titre simplement en refusant de le diffuser. Évidemment, les communistes font tout pour éviter de passer par ces réseaux-là. D'un côté, le Parti communiste construit son propre réseau de diffusion, mais ça ne plaît pas à Münzenberg, qui veut garder son indépendance, et lui s'appuie davantage d'abord sur des librairies spécialisées, associatives, et surtout sur un réseau de colporteurs. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'information qui vient directement du terrain, des ouvriers,
avec ce grand modèle qu'on emprunte de façon un peu idéaliste à l'Union soviétique de l'époque, le modèle des correspondants ouvriers dans les usines qui écrivent sur leur quotidien des rapports qui sont ensuite publiés dans la presse. Et Münzenberg imagine que on peut utiliser les cercles de photographes amateurs qui réunissent des amateurs issus des classes populaires, mais plutôt enclins à photographier le dimanche lors des promenades dans la nature, des jolis paysages et des jolies fleurs, qu'on puisse, son idée est de pouvoir inciter ces clubs photographiques issus de la classe ouvrière. Évidemment, les clubs bourgeois, il n'a jamais eu l'ambition de les rallier à sa cause, mais les clubs les plus populaires, notamment issus des fameux Amis de la Nature, c'est un des grands acquis de la social-démocratie d'avant-guerre, c'est des clubs d'excursionnistes qui, en Autriche et en Allemagne, qui ont ouvert énormément de sentiers. D'ailleurs, si vous allez vous promener dans les Alpes autrichiennes, vous avez des sentiers de Naturfreunde. C'est les clubs sociodémocrates qui les ont ouverts. Et il y avait aussi des refuges, ils construisaient des refuges, etc. Et ces clubs des Amis de la Nature avaient des petites sections de photographie. Et Münzenberg tente d'emprunter ce modèle pour développer des cercles de photographes qui seraient capables de livrer des reportages construits sur des événements, alors pas uniquement sur le sport, les Spartakiades, le sport ouvrier ou le théâtre, mais aussi sur la vie quotidienne, sur le travail, des enquêtes, au sein même des usines, des entreprises, des fabriques les plus imperméables au regard de l'extérieur, comme par exemple la grande usine chimique de Leuna, où on va dénoncer la fabrication de gaz de combat, interdit évidemment par toutes les conventions internationales à l'époque, fabriqués à Leuna. Des ouvriers vont découvrir une cache d'armes dans une église à Munich, organisée par des groupes d'extrême droite, etc. Enfin, il y a toute une série de reportages, d'histoires qui sont remontés du terrain et qui vont trouver dans l'AIZ des moyens d'être publiés. Il faut dire aussi, je terminerai là-dessus, que l'AIZ va être l'organe, alors c'est l'organe de presse le plus diffusé après la Berliner Illustrierte Zeitung. 500 000 exemplaires par numéro, c'est un hebdomadaire. Il faut multiplier par 2 ou 3 si on veut à peu près avoir une idée du nombre de lecteurs. Donc ça fait 1,5 million de lecteurs. C'est considérable. Et c'est ce qui en fait le deuxième journal le plus diffusé en Allemagne. Et ça donne à Münzenberg et à ce consortium une puissance incontestable. L'AIZ va, à partir de 1929, s'attribuer aussi les services d'un célèbre photomonteur allemand issu de Dada, qui en 1917 déjà, avec Georges Gross, avait inventé le photomontage, et qui s'appelle John Hartfield, et qui, de façon hebdomadaire, va publier soit en couverture, soit à l'intérieur du journal, un photomontage satirique. Et Hartfield est sans doute l'artiste engagé le plus célèbre en Europe. C'est celui qui affronte les idées fascistes et nazies avec le plus d'acuité, de virulence, d'humour, d'ironie, et qui, après 1933, donc en mars 1933, les SA font table rase de tout ce qui existe d'éditeurs, d'écrivains ou d'intellectuels de gauche. Et donc toute cette équipe déménage à Prague, et entre 1933 et 1938, l'AIZ continue de publier des reportages ouvriers.
qui transitent par la frontière tchèque, on pourra revenir là-dessus, et des photomontages antifascistes, anti-nazis de John Hartfield. Et on voit là que il ne s'agit pas simplement de créer du reportage, mais vraiment de réfléchir à une culture visuelle qui mêle différents registres, qui mêle le registre très satirique, très dadaïste du photomontage d'un côté, et le registre plus documentaire du reportage social qui va connaître un essor au début des années 30 dans toute la presse internationale. On peut citer en France Regard, évidemment, aux États-Unis The Daily Worker, et de nombreux illustrés aussi en Tchécoslovaquie. Reflector, par exemple, un très très beau journal illustré, etc. Donc c'est vraiment autour de ces pratiques que se constitue une façon, un regard sur la réalité et sur les luttes politiques du mouvement ouvrier totalement renouvelé et qui, dans le fond, est incomparable avec ce qui existait avant la Première Guerre mondiale, qui se réduisait plus ou moins à, d'un côté, la caricature dessinée, et de l'autre, quelques images de portraits de dirigeants, etc., publiés dans la presse. Donc tout ça est transformé radicalement à partir de 1924. Merci. Oui, c'est vrai qu'en fait, encore plus en lisant le livre, on a vraiment l'impression qu'il y a énormément de formes graphiques et visuelles qui s'inventent à ce moment-là, et aussi de comment on s'engage certains combats pour l'établissement de la vérité des faits, la dénonciation, le dévoilement. Tu reviens souvent sur l'idée de Umdeutung, sur le détournement de sens ou dévoilement de sens, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence des choses. Et c'est vraiment une période remarquable. Alors, une période remarquable, je voulais insister sur la première période que tu as dans le découpage en 3 phases de la République de Weimar. Quand on n'est pas familier avec l'histoire allemande, on se dit c'est peut-être grosso modo un calque de ce qu'on a connu en France ou en Angleterre dans cette période-là. Non, de novembre 1918 à octobre 1923, en Allemagne, c'est vraiment, on va le dire brutalement, c'est la baston, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment des phases insurrectionnelles qui se succèdent et des phases de répression très fortes qui mettent en jeu les milices paramilitaires, les fameux corps francs, l'armée dans un sens mais pas dans l'autre, on pourrait détailler, et éventuellement des regroupements armés ouvriers. Donc, entre guillemets, passer de ça à l'idée que, bon, cette vague révolutionnaire est close et on ne pourra pas. C'est une question en plus qui agite le mouvement ouvrier international, notamment l'international, au sein de l'international communiste. Alors c'est un débat à la fois théorique et à la fois pratique, et puis un débat pratique qui aboutit sur un nombre considérable de ruptures, d'exclusions. La vie du Parti communiste d'Allemagne est extrêmement agitée jusqu'en 25-26. Et en fait, cette phase, c'est donc un combat politique très dur où Münzenberg se fait un pas de côté, on dirait, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire qui ne soit pas justement une lutte au sein de la lutte d'appareil. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas à mener lui aussi certaines luttes d'appareil. C'est très intéressant tout ce que tu relates de comment il est obligé d'aller défendre le beefsteak à Moscou parfois pour garder un peu d'autonomie. Et d'autant que c'est ça peut-être pas la contradiction, mais le paradoxe, c'est que la fin de la forme ouverte du conflit de classe, avec l'échec de l'insurrection forcée, on dirait, d'octobre 1933, notamment à Hambourg, va s'accompagner de la fin du processus de bolchevisation du Parti communiste, qui resserre complètement les divergences au sein du parti. Et donc le Parti communiste lui-même essaye de faire appliquer son régime
très vertical, très descendant et de concentration pour suivre la ligne politique, à justement toutes ces publications. Alors tu donnais l'exemple tout à l'heure aussi de comment s'organise Münzenberg. Dans le parti, ils essayent aussi d'avoir leur presse, etc. Mais ils le voient sous une forme, alors Bolloré-bis, c'est-à-dire une concentration verticale de leur réseau de distribution, de l'imprimerie, de la papeterie, c'est-à-dire de maîtriser toute la chaîne. Voilà, une espèce d'holding vertical. Bon, ce qui n'est pas du tout l'approche de Münzenberg, qui essaye de voir partout où il peut aller, ce qui est vraiment différent. Ouais. C'est vraiment passionnant. Donc, et finalement, dans cette période qui est la bolchevisation, l'extinction de toutes les oppositions au niveau international, et encore une fois, l'Allemagne n'est pas, je dirais, vu les enjeux politiques colossaux qu'il y avait, termine sa bolchevisation, admettons, plus tard que le Parti communiste en France. En France, en 1925, tout est plié. Les fondateurs du parti ont été exclus, tous les théoriciens divergents ont été exclus, etc. En Allemagne, ça traîne jusqu'en 1926 presque, voire un peu plus, parce qu'il y a encore, comme tu le disais aussi, beaucoup de partis qui se veulent tout aussi radicaux, qui existent encore à leur côté. Donc c'est vraiment remarquable, c'est qu'il y ait pu y avoir cette autonomie. Alors autonomie pas complète, parce qu'il y a aussi un jeu qui se joue sur le soutien, parce que le système économique mis en place n'est pas forcément viable, dis-tu dans l'ouvrage, et que quelque part, il y a toujours une façon de puiser dans les subsides des banques russes en faisant des emprunts qu'on ne remboursera pas, probablement, et pour arriver à tenir, quoi. Il siphonne l'argent de la Troisième Internationale, c'est très clair. Oui, c'est très juste. Alors sur le plan politique, c'est exactement ce que tu décris est très juste. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de comprendre dans le livre. On reviendra peut-être aussi sur les débats qui sont liés aux images, mais il faut bien se rendre compte en effet que la bolchevisation du Parti communiste d'Allemagne, c'est deux choses. C'est la verticalité et c'est le transfert des cellules de quartier vers les cellules d'entreprise, les cellules d'usine, de fabrique, c'est-à-dire sur le lieu du travail, ce qui exclut en fait tout un milieu familial, milieu amical qui peuplait encore jusqu'à 1923-24 l'activité de ce parti qui était très protéiforme, qui regroupait des tendances diverses et variées. Et la bolchevisation impose une verticalité et aussi dans son acception de la propagande, cette notion qui devient centrale pour le parti, qui n'est pas du tout une activité secondaire ou de communication politique à la marge des grandes décisions. C'est vraiment le nœud central du Parti communiste d'Allemagne, et l'idée de la propagande, elle passe par le parti et se diffuse dans les cellules de façon très téléguidée, très, très verticale, avec des recommandations qui sont faites par l'école du parti, etc., etc. Et Münzenberg comprend ça très vite je sais pas comment il le comprend, mais en tout cas, il en fait quelque chose d'étranger à son objectif à lui. C'est-à-dire qu'il va faire un pas de côté par rapport à cette structure partisane. Et pour ce faire, il se réclame à la fois de Moscou directement. Alors, en Allemagne, ça va être, il bénéficie d'une certaine aura, puisque c'est l'homme qui a connu Lénine avant la révolution de 1917 à Zurich. Et donc, il a été directement choisi par Lénine pour créer le Secours ouvrier international, qui est l'organisme au sein duquel il pratique toutes ses activités. Et il peut se sentir au-dessus de tout cet appareil de parti. Par rapport à Moscou, il bénéficie aussi d'une certaine autonomie parce qu'il est implanté à Berlin
et qu'il impose dans le fond aux soviétiques une façon de considérer la propagande qui n'a rien à voir avec ce que va être à partir de 1930-1931 sous Staline la concentration des médias dans là aussi un appareil d'État extrêmement verrouillé. À partir de 30-31, c'est le moment où toutes ces... Et alors la stratégie de Münzenberg, c'est de racheter tout ce qu'il peut racheter. Donc société par action, il rachète des maisons d'édition, des maisons de production de films, il rachète des usines de cigarettes, il va même acheter pendant la nouvelle politique économique après 21 des usines de chaussures, de harengs fumés, de je ne sais quoi en Union soviétique, échec économique total, mais auquel participe un grand écrivain dadaïste qui est Franz Jung, qui avait étudié l'économie avant la guerre, avant la Révolution, et qui se retrouve à la tête de ces entreprises fondées sur le nouveau modèle économique après 1921 en Union soviétique et qui périclite complètement. Et alors, là, des échecs économiques, il se tourne régulièrement vers l'international, financer ses activités en Allemagne et dans les autres pays occidentaux. En France, par exemple, la revue Regard est inventée et conçue par sa compagne Babette Egros, qui est la directrice des éditions du Neuer Deutscher Verlag, qui se rend à Paris et pour négocier avec l'antenne parisienne du Secours ouvrier international, et les messageries achètent la création d'un nouveau magazine. Et ce Regard a été irrigué du point de vue financier, alimenté par, d'une part, la Banque ouvrière et paysanne, d'autre part, par les fonds du Secours ouvrier international, c'est-à-dire directement l'argent de l'international qui arrive à Berlin par valise de billets. C'est le camarade Thomas qui redistribue ensuite l'argent aux différents organes, et Münzenberg arrive à toujours se maintenir à flot grâce à ces emprunts qui n'en sont pas, c'est-à-dire plutôt des dépenses. Alors c'est quelqu'un qui est à la fois indépendant et à la fois très dans la ligne soviétique. Après 1929, du point de vue idéologique, évidemment, il ne s'écarte pas de cette ligne. C'est le personnage du milieu ici, vous le voyez, en 1931, aux 10 ans de la création du Secours ouvrier international, et ici c'est l'antenne française du SOI. Oui, Münzenberg donc est vraiment la cheville ouvrière de ce grand mouvement de propagande. Et il restera dans la ligne de Moscou jusqu'en 1933. En 1933, évidemment, il est un des premiers à s'exiler. Il se rend à Paris. Et à Paris, entre 1933 et 1940, il tente de recréer une sorte d'union antifasciste et prend beaucoup de liberté, cette fois-ci, par rapport aux instructions qui sont données de Moscou, notamment par son ennemi juré, qui est Walter Ulbricht, qui lui décide de s'exiler à Moscou, et la concurrence entre Ulbricht et Münzenberg est féroce dans ces années-là, ce qui va amener Staline à l'inviter à Moscou dans le but sans doute de s'en débarrasser. Münzenberg refusera évidemment toutes les invitations faites à Moscou, et en 1937 il est considéré comme un paria. Il rédige finalement une lettre ouverte pour dénoncer le pacte germano-soviétique en 1939. Il meurt en 1940 après s'être échappé du camp de Chambaran. On avait interné tous les Allemands présents à Paris au moment de l'arrivée des Allemands en 1940. Chambaran, c'est vers Saint-Marcellin, c'est vers Grenoble. C'est la pagaille, le camp doit déménager parce que les Allemands arrivent, donc tout le monde se met en route. Münzenberg s'évade et il est assassiné
le lendemain ou le surlendemain de ce déménagement, et on ne sait toujours pas si il a été assassiné par les 2 camarades qui étaient avec lui, qui étaient des staliniens purs et durs, sur ordre de Staline, ou si il a été assassiné parce qu'il avait de l'argent et qu'il voulait s'acheter une voiture, et que ça pourrait être un assassinat tout simplement crapuleux. Là-dessus, tout est encore ouvert. Mais enfin, les historiens n'ont pas réussi à savoir les raisons de sa mort. Mais tout ça pour dire que le parcours de Münzenberg est tout à fait, il est intéressant parce qu'il est à côté du Parti communiste d'Allemagne. Finalement, il prend une telle indépendance que lors de ces années de militantisme en France, il arrive à fonder une union antifasciste qui va des conservateurs catholiques jusqu'aux communistes, en publiant aux éditions de Carrefour un grand nombre de livres antifascistes. Et puis finalement, sa vie se termine comme ça. Mais on peut peut-être parler aussi maintenant des images et des questions qui sont liées à la photographie, à la presse illustrée. N'hésitez pas à nous interrompre aussi si vous avez des questions. Ouais. Non, là, on vous a défilé quelques-unes des images de regard, mais alors ça, quelques-unes des superstars des unes voilà. Arbeiter, Illustrator, Zeitung. Vous connaissez peut-être ces 2 photomontages qui sont tout à fait significatifs pour le travail de John Heartfield. John Heartfield a commencé dans le cercle des dadaïstes en 1917 en collaborant avec Georges Grosz de façon très étroite, et il publie à partir de 1918 aux éditions Malik toute la littérature de gauche, Upton Sinclair, etc. Enfin, de nombreux romans qui ont la particularité d'être édités avec une couverture faite par John Heartfield, mis en page par John Heartfield, de photomontage. Et cette période va lui assurer un succès considérable, et aussi il va très bien en vivre, il va gagner beaucoup d'argent avec son frère Wieland Herzfelde. Et ce qui va faire de Heartfield un personnage très très connu, non pas uniquement dans les cercles de la propagande communiste, mais dans l'opinion publique, de sorte que lors de l'exposition Film und Photo du Werkbund à Stuttgart en 1929, une salle entière est réservée au photomonteur Heartfield, à toutes les éditions Malik, et un des murs est tapissé d'un grand photomontage où on voit John Heartfield coupant avec les ciseaux la tête du commissaire Tsur Giebel, qui est comment on appelle ça, quelque chose comme le préfet de Berlin, si vous voulez, le chef de la police de Berlin, donc le préfet de Berlin, Tsur Giebel, qui est un social-démocrate et à ce titre donc social trade, donc ennemi des communistes, et coupe la tête avec les ciseaux. Et ce portrait de Heartfield va aussi être publié dans l'Arbeiter Illustrated. Ce que vous voyez, ce sont des photomontages de la dernière période, c'est-à-dire qu'à partir de 29, il rompt un peu avec l'esthétique dadaïste, qui est très bruyante, qui est très fragmentaire, qui est très incohérente, c'est-à-dire ce sont des fragments d'images, de textes mis les uns sur les autres, de façon un peu chaotique et un peu incohérente, souvent dans l'idée de montrer les ruptures entre les différents fragments. Dans la période qui concerne la IZ, au contraire, il va essayer de créer une sorte de petit théâtre de marionnettes, de caricatures, comme on pourrait dessiner des caricatures, mais avec la photographie. Et il va s'appuyer sur les techniques d'impression comme l'héliogravure pour mettre en exergue certains détails. Donc il travaille
alors il prend ses photographies lui-même enfin pas toutes évidemment, ici la photo de Göring et pas de lui, il a dû trouver ça dans la presse, donc il épluche les catalogues d'agences de presse, il prend des tirages de qualité, et pour tout le reste c'est lui qui fait ses photos. Il a un assistant, Janos Reisman, qui travaille avec lui, et quand il doit embrocher une pauvre colombe, il prend une colombe et il l'embroche pour avoir une belle photographie de colombe embrochée sur une baïonnette. Quand il choisit d'autres photographies de studio, comme ça, c'est lui qui prend les photos. Il les retouche à l'aérographe et au pinceau, et ce qui lui permet d'avoir des gammes de gris, des fondus, d'unifier l'espace. Alors là, c'est autre chose. Je vais revenir là-dessus. Si tu reviens un peu en arrière, voilà, c'est 2 photomontages. 1932, on est en décembre 1932, c'est la grande conférence pour la paix à la Société des Nations. Vous voyez ici l'immeuble de la Société des Nations sur les bords du Léman. Le drapeau suisse que vous découvrez ici, on voit qu'il s'agit d'un drapeau d'une croix blanche sur un fond rouge, mais, petit ajout de Hartfield, on voit déjà que la croix blanche se transforme par l'ajout d'un léger gris en swastika. Et donc, il dénonce ici la compromission des Nations réunies en novembre-décembre 1932 autour de ces accords de paix, dans ce qui va devenir le nazisme allemand, puisque c'est au moment de ces accords que l'Allemagne est officiellement autorisée à reconstruire son armée. Un mois plus tard, Hitler devient chancelier. Évidemment, toute la voie est tracée, hélas. Voilà. Mais là, la baïonnette est rehaussée à la main. Alors là, il n'y a pas d'aérographe, mais il construit son image comme une sorte de manifeste d'iconographie politique. Ici, vous voyez Hitler qui fait le fameux salut hitlérien, qui répond au salut hitlérien avec ce geste qui porte sa main derrière son épaule. C'était le fameux... c'est comme ça qu'il défilait en public. Et il transforme ce salut hitlérien. Il dit, voilà, le sens du salut hitlérien, der Sinn des Hitlergrußes, c'est l'argent que lui donne Krupp, qui est le géant derrière lui, qui finance le parti national socialiste. Le photomontage avec Göring renvoie à l'incendie du Reichstag en février 1933. Les nazis avaient accusé les communistes d'avoir incendié le Reichstag et avaient tiré profit de cet événement pour donner les pleins pouvoirs au chancelier. Et c'est à la suite de cet incendie que la SA décide de persécuter des centaines et des centaines d'écrivains, d'hommes de presse, etc., qui ont été emprisonnés, comme Karl von Ossietzky, comme Erich Mühsam, qui meurt en prison sous les tortures des SA, et que le prix Nobel de la paix décerné à Karl von Ossietzky n'a pas réussi à sortir de prison. Et donc c'est le moment où tout bascule. Donc on est en février 1933 et Göring est président de l'Assemblée, et la thèse opposée aux nazis, la thèse des communistes, c'est que ce sont les nazis eux-mêmes, ce qui est évidemment beaucoup plus vraisemblable, qui ont incendié le Reichstag. Et on voit ici Göring qui incendie le globe tout entier. Wenn die Welt erst brennt, werden wir schon beweisen, dass Moskau der Brandstifter war. Quand le monde sera enflammé tout entier, on pourra prouver que c'était l'œuvre de Moscou. Et ici, donc ça se traduit, les nazis jouent avec le feu. Donc Hartfield, et en 1933, ces photomontages sont très connus. Ils sont connus en Union soviétique, en France, en Espagne, en 1900, lors de la guerre d'Espagne, toute la
la propagande républicaine va s'inspirer des photomontages, les propagandes antifascistes espagnols va s'inspirer des photomontages de Hartfield. Et ici, vous avez encore un très bel exemple de ce réseau immense de Münzenberg dans le monde entier. Tina Modotti, photographe à Mexico, italienne, installée à Mexico, qui a connu le cercle de Rivera, Frida Kahlo, etc., qui a photographié, qui a été une des grandes photographes de la révolution, enfin du Mexique révolutionnaire de cette époque, rentre à Berlin avec ces images, les cède à Münzenberg, c'est-à-dire à l'agence qu'il avait créée, Soyuz Photo, qui est une agence soviétique mais installée à Berlin, et c'est là que, c'est à ce moment-là, donc lors du voyage de Tina Modotti à Berlin et elle va prolonger son voyage à Moscou, que l'AIZ met la main sur ces magnifiques tirages ici de la porteuse de drapeau pour orner le grand journal illustré. Et voilà. Et puis Regard se nourrit tout autant de ces images. Comme on est sur cette image, et je le redécouvre avec ton livre, c'est Hartfield et Groth, et George Groth, dont on n'a pas parlé, mais qui joue un grand rôle aussi dans l'illustration des années 20, qu'on voit cette iconographie et cette symbolique du point levé, par exemple. Oui, les premières images de point levé sont des caricatures de Groth. Hartfield reprend le symbole du point levé comme symbole du front rouge, donc cet organe paramilitaire du Parti communiste d'Allemagne. Et à partir de là, le symbole va essaimer et devenir vraiment le signe de ralliement de tout le monde communiste. En France, en Espagne, en Allemagne et ailleurs. Donc le symbole du point levé va profiter de cette immense plateforme de diffusion, en effet. Ouais. Alors, on est dans le temps où on avait dit qu'on passerait à la salle, mais pour juste vous signaler des points qu'on n'a pas pu évoquer, mais que je trouve important. Il y a quelque chose dans l'idée de forger une conscience de classe. Alors c'est une conscience de classe révolutionnaire parce qu'on espère que même si on est en pause, les événements vont bouger, on reviendra. Mais il y a aussi toute une question d'apprentissage pour à la marge qui se qualifie peut-être pas de conscience de classe, mais qui est d'éduquer l'œil à prendre de la distance critique avec les images. Alors c'est très intéressant parce que ce sont des artistes comme Hartfield par exemple qui ont justement au travers du photomontage l'habitude de faire des doubles sens, de pas mettre directement à voir ce qui se voit dans une photographie documentaire, on dirait. Et du coup, il y a dans l'Arbeiter, Zeitung en tout cas, il y a cette idée d'apprendre à exercer son regard pour trouver les tricheries sur le cadrage, sur les découpes, etc. Et même des jeux concours d'éducation de l'œil avec des petits bouts de photos coupés, et il faut recomposer les photos au fil des numéros et vous gagnez des bons d'achat à la librairie marxiste-léniniste après. Les concours de l'AIZ ont été très suivis par les lecteurs et les lectrices. Et c'est une question pour aujourd'hui, parce que moi j'ai regardé sur d'autres événements au XXe siècle, cette question de l'œil sur la photo, on a l'impression de la redécouvrir aujourd'hui à cause de l'intelligence artificielle générative. Et effectivement, qualitativement, on franchit encore un seuil, mais
le regard qui reste, qui ne bouge pas, c'est notre œil et notre cerveau derrière. Ce qui est devant, effectivement, les techniques changent et on se fait de plus en plus éventer, je dirais. Mais l'idée qu'il y a quelque chose à savoir sur la plausibilité, sur qu'est-ce qu'on a voulu nous montrer, etc., reste des questions pertinentes aujourd'hui, quoi. Tout le discours qui entoure cette entreprise d'Agitprop qui naît avec la IZ et qui se diffuse avec le cercle des photographes ouvriers repose sur l'idée qu'il faut éduquer le regard à révéler, enfin, ou à percevoir dans la propagande bourgeoise ou la propagande commerciale les effets idéologiques d'une propagande des adversaires, éduquer le regard aussi à voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait nous la montrer. Donc ça, c'est tout le travail de dévoilement qu'on incite les photographes à produire. Dévoilement des conditions de travail, dévoilement des injustices diverses et variées, de la domination de classe, etc. Quand vous allez prendre vos vacances au sport d'hiver, soyez attentifs aux conditions de travail des femmes de chambre dans les hôtels, des garçons dans la restauration, etc., etc. Enfin, tout ce discours sur la réalité invisible des travailleurs est à la base de cette idée de photographie sociale, et à ça et documentaire, donc l'idée de documenter la réalité telle qu'elle est et non pas telle que la propagande bourgeoise veut nous l'imposer. Et donc c'est le discours de nos regards contre les leurs, c'est-à-dire nos regards, les regards des ouvriers sur les conditions de la classe ouvrière. Ce discours est relayé par toute la presse d'époque. Et alors il y a aussi un troisième registre. Et c'est important de le rappeler parce que ça montre que y a pas une vérité photographique. Et déjà à l'époque, les éditeurs de l'AIZ et des autres journaux de ce type-là avaient conscience que leur lectorat était suffisamment intelligent pour déceler les différents régimes des images. Il y a les images documentaires qui sont là pour prouver des choses. Et là, il est important quand on révèle par exemple le génocide des héros en Namibie, qui est le fait de l'armée allemande. Il est important de pouvoir non seulement décrire ce qui s'est passé, mais aussi documenter les exactions de l'armée allemande dans ces ex-colonies. Et donc là, il faut des images qui prouvent quelque chose. De la même façon, quand on fait un reportage social ou un reportage sur les lieux du travail pour montrer les conditions de travail déplorables des mineurs en Silésie ou ailleurs, il faut pouvoir prouver par l'image la réalité de ce qu'on avance dans les articles. Donc il y a un premier niveau qui est le niveau purement documentaire, le niveau de photographie testimoniale, photographie comme preuve. Et puis, il y a un autre niveau, c'est la composition photographique. Et Münzenberg doit souvent se justifier de produire différents types de photographies dans son journal, car il est accusé de produire des faux documents en permanence. Et il dit non, nous produisons des documents vrais et qui sont légendés et expliqués dans le texte, et en parallèle nous produisons des photomontages qui sont des montages satiriques, et le lecteur sait différencier entre l'image testimoniale, l'image preuve et l'image satirique. Et je trouve ça intéressant, ces débats qui ont lieu dans ces journaux, parce que on voit le niveau d'éducation du regard qui est exigé des lecteurs et des lectrices dès le milieu des années 20. À ça s'ajoutent d'autres débats qui sont des débats plutôt d'ordre esthétique. Comment produire de la bonne photographie documentaire
Et alors là, on noircira les pages des bulletins des photographes ouvriers notamment, pour expliquer aux photographes ouvriers qu'il ne faut pas se leurrer ou s'abandonner au formalisme bourgeois de la photographie abstraite ou de la nouvelle vision qu'on voit se multiplier dans l'école du Bauhaus ou dans les milieux d'avant-garde, et que bien au contraire, il faut garder un sens de la réalité, et plutôt que de jouer avec des contre-plongées, des effets de grossissement, de déformation, comme le faisaient les avant-gardes, il faut au contraire essayer de documenter la réalité avec un objectif 50 mm, un type de vision du monde qui donne le plus d'importance au sujet et non pas à la façon dont le sujet est recomposé dans l'image. Et donc, ces milieux de photographes ouvriers vont voir avec méfiance l'essor de la photographie moderniste et tout au plus adapter certains traits du modernisme dans le reportage social, mais se méfieront beaucoup des effets esthétiques du modernisme de Laszlo Moholy-Nagy, par exemple, et d'autres photographes du Bauhaus. C'est pas le moindre paradoxe de cette période que je dirais que toute cette intelligence collective et réflexive soit née dans un courant qui va être obligé de plus en plus de s'incorporer malheureusement une fabrique étatique du mensonge au travers de ce qu'il va falloir relayer de la Russie, notamment de l'URSS à l'époque. Mais ça, c'est un autre pan de la discussion, surtout dans les années 30. Alors, on avait dit qu'on laissait dans la salle, donc il faut que ça soit au micro parce qu'il y a la contrainte que ça soit enregistré. Donc, vous n'hésitez pas, vous levez la main pour une question, un commentaire. Il y en a donc déjà deux là. Merci. Alors, vous êtes rentré dans l'étude de la modernité weimarienne par le mouvement ouvrier et par le journalisme, parfaitement légitime bien sûr, hein, et même tout à fait intéressant. Mais je trouve, par moments, vous ne délimitez pas ce mouvement ouvrier et vous faites allusion à des gens et à des médias qui ne sont pas proprement ni la photo, ni des membres du KPD. Alors en particulier, vous avez évoqué à un moment donné Karl Ossietzky, hein, qui est emprisonné d'ailleurs avant que les nazis arrivent au pouvoir, hein, puisqu'il est enfermé dans un premier temps pour avoir publié, vous savez, cet fameux article sur le réarmement caché de l'armée allemande. Et déjà, il a tâté de la prison. Et c'est ensuite, effectivement, qu'il sera expédié dans les camps de Esterwegen, etc. Et qu'il contractera la tuberculose qui va le tuer avant qu'il puisse recevoir le prix Nobel de la paix. Alors, Ossietzky, c'est aussi à ce moment-là le dirigeant d'un grand journal, d'un magazine qui s'appelle la Weltbühne, dans laquelle officie un certain Kurt Tucholsky, qui pratique aussi ce que vous avez décrit. Et Ossietzky, c'est pas un communiste, bien sûr, il a été membre du SPD, mais un de ses livres, un de ses ouvrages, qui s'appelle Deutschland über alles, c'est-à-dire l'Allemagne par-dessus tout, et travaillé par Herzfeld. Et la couverture est tout à fait la même. Elle y est dedans. Bon, je la retrouverai avec plaisir. Et lui aussi, il pratique, alors cette fois-ci pas dans l'art de la photo, c'est pour ça que je l'évoque ici, mais dans l'écriture. Hein, il a une écriture qu'on pourrait aussi qualifier de parfois dadaïste, de provocante, etc. Et alors, ma remarque, si vous voulez, c'est juste pour vous dire que, au fond aussi, il est légitime de rentrer, comme vous le faites, par le mouvement ouvrier et par la photo. Weimar, c'est
bien plus vaste, bien sûr. Hein. Il y a les grands cabarets, il y a la peinture. Vous avez évoqué la figure de Grosch. Alors Grosch, c'est un touche-à-tout de génie, hein, puisque il peint, il dessine, il décore dans les cabarets, où Tucholsky fournit d'ailleurs les textes, et puis il va aussi participer à plein de choses. Il y a le théâtre, hein, avec les premières pièces de Brecht, par exemple, mais de tant d'autres aussi. Hein. Il y a une littérature, il y a une poésie, il y a vraiment beaucoup de choses. Et cette espèce de floraison fait qu'on peut parler de modernité weimarienne et qui est aujourd'hui d'actualité. Hein, parce que Weimar, c'est l'émergence du cinéma, hein, sur lequel il y a de très beaux textes aussi de Tucholsky, parfois, mais d'autres aussi plus spécialisés que lui. Et c'est l'émergence d'outils comme le téléphone, dont Tucholsky dit qu'est-ce que c'est que ces gens assouvis avec cet appareil qu'il leur est collé à l'oreille. Il utilise une formule qui dit on dirait qu'on leur a greffé un appareil mécanique à l'oreille. Donc c'est un propos qui a 100 ans aujourd'hui et qui est tout à fait intéressant. Weimar nous parle de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, merci pour vos remarques. C'est très juste. Sur Tucholsky, qui se réfugie d'ailleurs à Paris pour échapper aux persécutions de la droite, persécutions judiciaires de la droite weimarienne. Tucholsky est publié dans l'AIZ. Au moment où il prépare Deutschland über alles, il publie une double page. Alors, elle n'est pas signée, mais on imagine, les documents sont fournis par une double page sur les 10 ans de la Première Guerre mondiale. On est en 1928, c'est les 10 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, et c'est une satire de la République de Weimar, enfin voilà, avec quelques images de la révolution, une image de la révolution de janvier, enfin du soulèvement de janvier 19, etc. Enfin, mais ce que vous dites est très très juste. Ce que j'ai fait dans ce livre, c'est en effet de rentrer dans cette période à travers la question de la presse illustrée, de la photographie en particulier de l'AIZ, et la question de le rôle de Münzenberg dans tout ça. On aurait pu faire un portrait beaucoup plus large et exhaustif en ajoutant Die Weltbühne, les écrits de Tucholsky, Ossietzky évidemment qui était le rédacteur en chef, Mühsam qui lui aussi meurt en prison, Mehring, voilà. Ouais. Oui, on fait tourner le micro, absolument. Bonjour. Vous parlez de photographie et de photomontage. Est-ce qu'il y a eu des documentaires ou des films qui ont été faits par le Parti communiste à cette époque-là, dans l'optique dont vous parliez tout à l'heure, de prise de conscience des masses, etc. Oui, alors... il n'y a pas eu beaucoup de... Alors, je vais dire une bêtise. Oui, bien sûr. Il y a le film... je n'ai pas révisé mes fiches, mais je vais essayer de répondre à la question quand même. Le fameux film Die Kuhle Wampe de Brecht, évidemment, dont j'ai oublié la date exacte. Alors, il faut dire... Peut-être d'abord que Münzenberg a créé une maison de production de cinéma. Les productions Meshrapom, Meshrapom c'est le nom du Secours ouvrier international en russe, sont installées à Moscou et produisent des films soviétiques qui sont diffusés en Allemagne par des diffuseurs de Münzenberg, et inversement, Münzenberg arrive à exporter des films, et plutôt des films d'actualité, un film de fiction vers l'Union soviétique. Donc il y a des échanges comme ça entre... ce que Münzenberg diffuse comme cinéma soviétique, c'est Eisenstein et Pudovkin.
Et ce qu'il exporte, alors j'ai oublié les titres, il y a un film de fiction et aussi du cinéma d'actualité. Il était très convaincu du fait que il fallait produire du cinéma d'actualité qui était un moyen de diffusion de l'actualité politique. En dehors de ça, oui, Kuulevamp, c'est vraiment le film le film communiste le plus célèbre et qui, en effet, qui montre l'importance du cinéma aussi dans les milieux communistes allemands, même si le cinéma soviétique surpasse par sa diffusion en Allemagne les productions locales. J'aurais une question. Comment vous expliquez qu'ils étaient proches des dadaïstes, qui étaient quand même un mouvement avant-garde, et qu'ils avaient beaucoup plus de mal avec le Bauhaus, par exemple, qui, alors, Gropius et Mies van der Rohe, ils n'étaient pas communistes du tout, mais le directeur le deuxième, Hannes Meyer, il était quand même communiste. Il y avait des étudiants communistes, il y avait une production aussi dans ce sens pour les ouvriers. Et pourquoi il y a eu cette non-compréhension par rapport à cette modernité-là qui était quand même très fonctionnelle. L'idée, c'était quand même de produire des logements sociaux pour les ouvriers. C'était les premiers. Donc, comment on peut s'expliquer ça ? Oui, c'est très juste. Alors, au sujet de Dada, il faut rappeler que le mouvement dadaïste prend fin à peu près en 1920. La grande exposition dadaïste de 1920, c'est un peu l'apogée, en même temps l'éclatement de ce mouvement. Ce qui est issu du dadaïsme politique, c'est Hartfield et Gross. Raoul Haussmann prendra une voie différente, qui sera beaucoup moins politisée. Les communistes se sont toujours beaucoup méfiés du petit cercle autour de Georges Gross, qu'ils qualifiaient d'anarchistes, d'artistes individualistes irréductibles, et surtout disons les organes officiels, les critiques officielles du journal. Du journal communiste aide-moi Eric Die Rote Fahne, entrait régulièrement en controverse, animait des controverses contre les dadaïstes, notamment en 1921 lorsque Georges Gross et John Hartfield prennent la plume contre Kokoschka dans une controverse qui fait suite à la destruction, la destruction d'une œuvre du musée de Dresde. Gross et Hartfield disent qu'il faut placer la révolution devant la nécessité de conserver l'art, qui est secondaire par rapport à la révolution, et les critiques du Rote Fahne leur en veulent beaucoup, en expliquant qu'il faut conserver dans le fond les institutions artistiques, mais les démocratiser. Et donc les dadaïstes ont toujours été vus avec beaucoup de méfiance. On disait de Gross qui dépeignait l'image d'une société qui ne s'aime pas elle-même, avec ses personnages détestables, du militaire, de l'ancien soldat, du bourgeois, etc. Et les communistes essayaient de donner une image plus rayonnante du peuple ouvrier, fier de lui, etc. Et donc, entre Dada et les communistes, là, ça se passe pas très très bien. Ensuite, il y a le Bauhaus. Alors, au Bauhaus, vous avez raison de rappeler, ça c'est vraiment important, ça fait vraiment partie de l'histoire du Bauhaus, que la présence des étudiants communistes du Bauhaus, la Studentenfraktion du Bauhaus, qui a eu une grande importance aussi dans la diffusion des idées du Bauhaus à l'extérieur. Il y avait des ateliers étaient organisés de diffusion, de vulgarisation artistique, etc. Hannes Meyer, le deuxième directeur du Bauhaus, était un communiste. Il a poursuivi sa carrière à Moscou après avoir été débarqué par le gouvernement de Thuringe, pardon, de la direction de l'école. Donc il a
poursuivi sa carrière ensuite à Moscou. On ne peut pas dire que les communistes soient si hostiles aux idées du Bauhaus, mais ils sont hostiles à la modernité formaliste. Et pour ce qui est de la photographie, là c'est très clair, la nouvelle vision telle qu'elle est promue à partir de 1925 par Molnage dans la fameuse série des livres du Bauhaus est clairement attaquée par les cercles communistes comme une sorte de futilité, de formalisme futile et individualiste, de formalisme bourgeois, et auquel il faudrait opposer un art qui serait plus proche du peuple, moins expérimental, et qui porte plus clairement les idées du communisme. Peut-être une parenthèse, il faut aussi rappeler que Mies van der Rohe, même s'il n'est pas communiste, a travaillé, a réalisé une très grande commande pour le parti, quand en 1925 il construit dans le cimetière de Friedrichsfelde le monument de commémoration à Luxembourg, Liebknecht et les 23 autres spartakistes assassinés entre janvier 19 et mars 1919. C'est un monument qui a été détruit ensuite par les nazis, mais un énorme monument de briques très moderniste, devant lequel se passaient toutes les commémorations de la mort de Luxembourg et Liebknecht par le parti. Et voilà, Mies van der Rohe a été assez amusé de cette commande, même si on sait qu'il n'a pas du tout épousé les idées de cette gauche révolutionnaire. Sur les colporteurs, comment ça se passait? On prenait sa bagnole et on allait diffuser la presse, ou ça se passait autrement? Les colporteurs étaient souvent des anciens militants, enfin des militants du parti, mais pas forcément du parti. Certains étaient du parti communiste d'opposition, donc c'était dans la nébuleuse, disons, du mouvement ouvrier. La plupart d'entre eux étaient sans emploi. Après avoir eu des activités syndicales, ils s'étaient retrouvés sur la liste noire, ils n'arrivaient pas à trouver de boulot, donc ils avaient du temps libre. Et pendant ce temps libre, dédiaient donc ce temps libre à distribuer le journal. Et, ils étaient rémunérés pour ce travail. Une rémunération assez faible, mais néanmoins qui leur permettait de survivre. Alors les plus équipés avaient des motos, mais bon, je sais pas, j'ai pas mis la photo avec les colporteurs en moto là. Voilà, ils sont là, les beaux colporteurs. Vous voyez, ici vous avez une photo, je crois que j'avais trouvée à Leipzig, où on voit les colporteurs de l'AIZ. Il y en a un qui a une moto, et en effet, on distribue le journal un peu partout. Ici, c'est un tableau de Konrad Felix Müller, qui montre aussi, mais dans un style beaucoup plus mélancolique, le colporteur qui encore appartient à la partie ombragée de l'humanité, qui va découvrir la lumière au petit matin en distribuant l'AIZ. C'est le Zeitungsjunge. Et oui. Et alors le réseau Münzenberg et Babette Gross disaient des colporteurs que c'était l'or de l'AIZ. C'était le capital, enfin sans doute le plus important dans ce journal, c'était les colporteurs. Et il passait beaucoup de temps, Münzenberg, alors il avait son chauffeur et tout, mais il se baladait dans toute l'Allemagne, et il passait beaucoup de temps à rencontrer les colporteurs, où qu'il aille, parce qu'il pouvait, d'abord il comptait sur eux pour vendre le journal, mais aussi il en tirait des histoires. Il leur disait, mais terrain, qu'est-ce qu'il faudrait publier dans l'AIZ? Donnez-nous de la matière. Et il arrivait à comprendre, à sonder un peu son public à travers les colporteurs. Donc c'était pour lui vraiment très, très précieux. Et oui, encore, par rapport à ce qui a été décrit sur l'importance de la presse qui faisait un peu jeu égal avant 14, qu'est-ce que vous pensez de l'importance de ce genre de journal dans les années 20 et 30? Voilà.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce journal a gagné une très grande importance à partir du milieu des années 20. Donc il est créé en 1924 et en 1929-30 tire à 500 000 exemplaires. Alors, il y a eu tout un débat historiographique, j'y consacre une page ou deux dans le livre, pour savoir si les chiffres qui étaient avancés par Münzenberg étaient réels ou si c'était pas tout simplement des mensonges. On aurait pu imaginer qu'il raconte un peu des histoires, il avait le sens de l'exagération. Mais j'ai recoupé avec différents documents d'archives les chiffres qui avaient été donnés par Münzenberg. Et il s'avère qu'en effet, il y a une progression spectaculaire des tirages et qu'à la fin des années 20, l'AIZ tire à un demi-million d'exemplaires environ. Et c'est tout à fait spectaculaire. C'est ce qui fait de ce journal, l'un des journaux les plus lus de l'époque. Alors en 1933, évidemment, les tirages s'effondrent. Mais l'AIZ continue de publier depuis Prague, où il est imprimé, pour l'Allemagne où il est diffusé de façon clandestine. Il traverse la frontière dans des boîtes de lessive ou dans des valises portées à dos d'homme dans la neige à travers la frontière tchécoslovaque. Donc c'est toute une histoire des réseaux clandestins de Münzenberg qui se poursuit toute l'année 1933. Mais le journal continue de publier jusqu'en 1938. Encore une fois, les tirages sont évidemment incomparables avec ce que c'était à la fin des années 20, mais la qualité visuelle et la qualité de l'imprimé est aussi spectaculaire. Il faut dire qu'en Tchécoslovaquie, que ce soit à Prague, Brno ou dans les villes de la frontière allemande, il y avait déjà à l'époque une culture de l'écrit et de l'imprimé tout à fait extraordinaire, avec des grandes maisons d'édition, que ce soit en langue allemande ou en langue tchèque, et des transferts culturels, des réseaux de connaissances, d'interconnaissances qui existaient avant 1933 déjà entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. Oui, c'est pas tellement une question, c'est pour vous dire l'enthousiasme qui est le mien à vous lire. J'ai acheté votre ouvrage ce matin. Moi, je travaille, je suis historien de la photographie ici à l'université, et donc je travaille plutôt sur les 30 Glorieuses et sur la question de la visibilité effectivement du monde ouvrier dans des conditions où cette visibilité se construit autrement que par effectivement les élites artistiques. Hein. Ça, c'est très intéressant pour moi parce que justement, on a aussi le problème de quelle photographie on peut rendre visible aujourd'hui ou pas, c'est celle auquel on a accès ou pas, quand elle se patrimonialise, mais aussi il y en a tellement que au musée Niepce, où moi j'ai travaillé sur un fonds de photo industrielle, c'est la question effectivement de qui donne une visibilité aux ouvriers. Bon, alors la photo industrielle, c'est de la commande du patronat en fait. Donc, mais alors c'est marrant comme quand même la sensibilité des photographes peut faire que eux aussi ils se font reconnaître comme des travailleurs auprès des ouvriers ou des employés dans les institutions ou les usines où ils vont. Et où justement votre livre, je vais être très heureux de le lire pour voir, pour comprendre un petit peu comment justement ça ouvre quand même. Ça fait remonter toute la chronologie de tout ce monde ouvrier, parce qu'il n'y a finalement pas tant que ça d'images industrielles dans l'entre-deux-guerres. Il y en a, il y a Germaine Krull, etc. Mais c'est pas une foison d'images, et justement là, ça vient compléter quelque chose par rapport à toute cette histoire de la photo. Effectivement, de la nouvelle objectivité, de la nouvelle vision. Donc ça va être très très bien là pour les chantiers à venir. Merci pour ces remarques. Oui, en effet. Et alors, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est si peut-être en deux mots, pour élargir un tout petit peu le spectre et essayer de comprendre aussi pourquoi l'Allemagne. Parce que ça, j'en ai pas vraiment parlé encore, mais j'irai juste deux mots.
l'Allemagne joue un rôle très important dans cette promotion de l'idée que les ouvriers peuvent eux-mêmes photographier et construire des reportages depuis leur expérience personnelle. Cette idée va essaimer dans tous les pays européens et occidentaux, enfin aux États-Unis également. Mais l'Allemagne reste le lieu de naissance de la photographie ouvrière. Qu'il y ait eu des photographes ouvriers en Union soviétique, c'est le fait d'une sorte d'adaptation du modèle allemand au modèle soviétique. Et pour ce qui est des autres pays, la France est beaucoup moins équipée. On connaît les amateurs photographes ouvriers, mais on a assez peu de traces en fait de leur activité, qui sont beaucoup moins nombreuses, beaucoup moins importantes que l'activité en Allemagne. Et les pôles en Europe où se sont développés au début des années 30 ces photographes ouvriers, c'est surtout les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie. Aux États-Unis, le Secours ouvrier international avait fondé la New York The Worker and Film and Photo League, qui est devenue la fameuse, qui s'est transformée et qui est devenue la Photo League, sous l'égide de Paul Strand, de Aaron Ziskind, etc., et qui a été un vrai laboratoire de la photographie moderniste dans les années 30. Mais à la base, ce cercle était un cercle dépendant du Secours ouvrier international. Et donc on a une véritable internationale, disons, de cette photographie documentaire produite par les ouvriers, mais il est évident que dans ce paysage, l'Allemagne a un rôle plus important que les autres pays, et c'est dû au fait que d'abord le mouvement ouvrier y est solidement implanté, c'est le pays où on attend la révolution, etc., après l'Union soviétique, mais c'est aussi le pays qui a connu la plus forte industrialisation depuis la fin du 19e siècle et dont une part non négligeable de l'industrie, c'est l'industrie photographique et l'industrie de l'imprimé. Et la plupart, beaucoup d'appareils sont produits en Allemagne. Les usines de films, de plaques photo, c'est Agfa. Et donc depuis la fin du 19e siècle, l'Allemagne est le pays où on produit le plus de matériel photographique, ce qui va permettre ensuite à ces clubs ouvriers d'accéder à du matériel d'occasion qu'on va réparer quand c'est possible. Et puis Leica, les premiers appareils, donc le Leica de Leitz, sont produits au début des années 30. Et j'étais très étonné de voir que, par exemple, un ouvrier qui gagne très très peu à l'âge de 20 ans en Saxe, qui vit chez ses parents et qui travaille à la mine, arrive à économiser suffisamment d'argent pour s'acheter un Leica et ensuite entamer un grand tour de l'Europe avec son appareil photo. Donc là aussi, c'était un peu une surprise de voir que malgré la barrière du prix, puisque l'appareil coûtait à peu près 2 ou 3 mois de salaire d'un ouvrier, la passion est telle dans ces cercles ouvriers que voilà, on peut trouver des appareils de ce type-là dans les milieux militants. Eh bien, merci. On va laisser la salle. Alors, encore un grand merci à Christian. Merci beaucoup. Merci à la librairie Les Ombres Blanches. Merci à Ombre Blanche, oui. Merci aux éditions Macula. Il s'agissait à l'instant de Christian Joschke, auteur de La Révolution suspendue, photographie et presse communiste dans l'Allemagne de Weimar 1918-1933, aux éditions Macula, à la librairie Ombre Blanche le 27 mai 2025. Christian Joschke a aussi fait paraître en 2013 aux Presses du Réel Les yeux de la nation, photographie amateur et société dans l'Allemagne de Guillaume II. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.